La nature du mental. L'expérience constitue tout ce que l'on connaît ou pourrait jamais connaître. Nous avons beau nous démener avec les implications de cette affirmation, nous ne pouvons légitimement la nier. Étant la seule chose qui puisse être connue, l'expérience elle-même doit être le critère de la réalité. Si nous ne prenons pas l'expérience pour critère de la réalité, la croyance sera la seule alternative. Expérience et croyance, ou la voie de la vérité et la voie de l'opinion, comme le disait Parménide au 5e siècle avant Jésus-Christ, sont les deux seules possibilités. On ne connaît que l'expérience, et tout ce que l'on connaît de l'expérience relève du mental. Par le mot mental, dans ce contexte, je n'entends pas uniquement les pensées et les images, comme c'est le cas dans le langage courant. Je veux dire toute expérience. Ceci englobe à la fois ce que l'on appelle communément notre expérience intérieure, c'est-à-dire les pensées, les images, les sentiments et les sensations, et notre expérience extérieure de la réalité ordinaire, à savoir le monde, que nous connaissons à travers les 5 sens de la perception. Le mental inclut donc penser, imaginer, se souvenir, ressentir, sentir, voir, entendre, toucher, goûter et humer. Si l'expérience représente tout ce que nous pourrions jamais connaître, et que toute expérience est connue sous la forme du mental, il est alors nécessaire, pour connaître la nature ou la réalité ultime de toute chose connue, de connaître au préalable la nature du mental. Ainsi, le premier impératif de tout mental qui souhaite connaître la nature de la réalité doit être d'examiner et de connaître sa propre réalité. Que le mental perçoive un monde à l'extérieur de lui, selon le paradigme matérialiste en vigueur, ou qu'il projette le monde à l'intérieur de lui, selon l'approche de la conscience seule, suggérée dans ce livre, tout ce que l'on connaît ou dont on fait l'expérience est connu ou expérimenté par le truchement du mental. Autrement dit, le mental impose ses propres limites à tout ce qu'il voit ou connaît. Aussi, toute sa connaissance et toute son expérience apparaissent-elles comme un reflet de ses propres limitations. C'est la raison pour laquelle les scientifiques ne découvriront jamais la réalité de l'univers tant qu'ils ne seront pas décidés à explorer la nature de leur propre mental. Tout ce que connaît le mental constitue un reflet de ses propres limitations, de même que tout apparaît orange lorsque nous mettons des lunettes teintées en orange. Une fois que nous sommes habitués au vert orange, l'orange devient la norme. La couleur orange que nous voyons semble être une propriété fondamentale de la réalité ordinaire et non pas simplement le résultat des limitations du médium qui nous permet de percevoir. De la même manière, la connaissance qu'a le mental de toute chose ne vaut que par sa connaissance de lui-même. En effet, la connaissance qu'a le mental des choses constitue un reflet et une extension de sa connaissance de lui-même. Ainsi, la connaissance de sa propre nature représente la plus haute connaissance que puisse atteindre un mental. Toute autre connaissance est subordonnée à sa connaissance de lui-même et apparaît en conformité avec cette connaissance. En fait, tant que le mental ne connaît pas sa nature essentielle, il ne peut affirmer avec certitude que ce qu'il connaît ou ce dont il fait l'expérience représente l'absolue vérité et non un reflet de ses propres limitations. Ainsi, la connaissance de la nature ultime du mental, permettant à toute connaissance et toute expérience d'être connue, doit être le fondement de toute connaissance véritable. Donc, l'ultime question que peut poser le mental est « Quelle est la nature du mental ?» Le nom courant que se donne le mental est « je ». Ainsi, nous disons « je lis »,« je pense »,« je vois », ainsi de suite. C'est pourquoi la question « Quelle est la nature du mental ?» pourrait être reformulée comme suit. Qui ou que suis-je ? La réponse à cette question constitue la plus profonde connaissance à laquelle puisse parvenir le mental. C'est l'intelligence suprême. La question « Quelle est la nature ultime du mental ?» ou « Qui ou que suis-je ?» est une question unique en son genre.
en ce qu'elle constitue la seule question qui n'étudie pas le contenu objectif du mental, mais au contraire sa nature essentielle. Et pour cette raison, la réponse apportée à cette question est tout aussi unique. La réponse à toute question relative au contenu objectif du mental apparaîtra toujours elle-même comme une connaissance objective. Par exemple, la question « Combien font 2 plus 2 ?» et la réponse « 4 » représentent toutes deux des contenus objectifs du mental. Mais la nature du mental lui-même ne se montre jamais dans une connaissance objective, pas plus qu'elle ne peut être rigoureusement décrite dans les termes de cette connaissance objective, de même que l'écran n'apparaît jamais en tant qu'image dans un film. La reconnaissance par le mental de sa nature essentielle relève d'un autre genre de connaissance, une connaissance qui fait l'objet de la quête ultime de toutes les grandes traditions religieuses, spirituelles et philosophiques, et qui gît au cœur de toute personne aspirant à la paix, à l'épanouissement et à l'amour. Par où commencer ? L'expérience étant ce que l'on connaît, nous devons partir de l'expérience et progresser avec précaution, tel un scientifique, ne faire confiance qu'à notre observation, mettre en doute toute croyance et toute allégation, et ne faire aucune déclaration qui ne puisse être testée et vérifiée par des observateurs indépendants. Si une chose est vraie pour une personne et non pour une autre, elle ne peut être absolument vraie. S'il y a une vérité absolue, elle doit l'être pour tout le monde, en tout temps et en toutes circonstances. Dans sa recherche de la vérité absolue, la science rejette l'expérience subjective sous prétexte qu'elle est personnelle et ne peut donc être validée par une personne autre que celle qui vit l'expérience. Par exemple, une vision de la Vierge Marie peut être véridique pour une personne, mais elle sera tenue pour une illusion par tous ceux qui n'ont jamais vécu cette expérience. Or, la science a commis une erreur en rejetant toute expérience subjective pour ce motif, car, en dernière analyse, toute expérience est subjective. Ce n'est donc pas l'expérience subjective qui devrait être récusée, mais bien l'expérience personnelle, exclusive ou idiosyncratique érigée en preuve de la réalité absolue. Nous pourrions ainsi affiner la question ultime comme suit. Existe-t-il un élément de l'expérience subjective qui soit universel ou partagé par tous? Ou encore, si le mental ne connaît jamais que son propre contenu, existe-t-il un élément dans la connaissance ou l'expérience du mental qui soit commun à tous les mentaux? Cette connaissance serait seule admise comme vérité absolue, et donc seule à pouvoir servir de fondement à une humanité unifiée. Convenons qu'il y a expérience et que celle-ci doit être le critère de la réalité. Notre expérience est constituée de pensées, d'images, de souvenirs, d'idées, de sentiments, de désirs, d'intuitions, de sensations, de vues, de sons, de goûts, de textures, d'odeurs, et ainsi de suite, et chacun d'eux est connu. Il est impossible d'avoir une pensée, un sentiment, une sensation ou une perception que l'on ne connaisse pas. Que serait une expérience qui ne soit pas connue? Ce ne serait pas une expérience. Aussi, pouvons-nous énoncer avec certitude qu'il y a expérience et que l'expérience est connue, même si nous ne savons peut-être pas exactement ce qu'est l'expérience, ni qui ou ce qui la connaît. Toute expérience, pensée, sentiment, sensation et perception, possède des qualités objectives, c'est-à-dire des qualités observables ou mesurables d'une certaine façon, un nom et une forme, et apparaît dans le temps ou l'espace. Dans ce contexte, je désigne par objet tout ce qui relève de l'expérience objective, que ces objets soient apparemment physiques, comme les tables, les chaises, les arbres et les champs, ou mentaux comme les pensées, les images, les souvenirs et les sentiments. Ainsi, l'expérience objective possède une forme dans l'espace et le temps. Ayant une forme, elle a une limite. Or, qu'est-ce qui permet de connaître toute expérience objective? Une pensée ne peut connaître une sensation ne peut connaître une perception ne peut connaître un sentiment ne peut connaître une image, et une image ne peut faire l'expérience d'un souvenir.
Pensées, sensations, perceptions, sentiments, images et souvenirs sont connus ou expérimentés. Ils ne connaissent ni ne font l'expérience de quoi que ce soit. Quel qu'il soit, celui qui connaît l'expérience objective ne peut jamais lui-même être connu ou expérimenté objectivement. Il ne peut jamais être connu ou expérimenté en tant qu'objet. C'est l'élément qui connaît dans toute connaissance et cela qui fait l'expérience dans toute expérience. Nous pourrions dire que le mental est constitué de deux éléments, son contenu, qui est connu, et son essence, qui connaît. Toutefois, ces éléments ne représentent pas vraiment deux entités distinctes et séparées, et par la suite, nous abandonnerons cette distinction. Je est le nom commun désignant l'essence du mental qui connaît ou fait l'expérience. Je est le nom que l'on donne à cela qui connaît ou qui est conscient de toute connaissance et de toute expérience. Autrement dit, je est le nom que se donne le mental pour qualifier son essence fondamentale et connaissante au cœur de toute sa connaissance et de toute son expérience fluctuante. Je suis cela qui connaît ou qui fait l'expérience de toute expérience, mais ne suis pas moi-même une expérience. Je suis conscient des pensées, mais ne suis pas moi-même une pensée. Je suis conscient des sentiments et des sensations, mais ne suis pas moi-même un sentiment ou une sensation. Je suis conscient des perceptions, mais ne suis pas moi-même une perception. Quel que soit le contenu de l'expérience, je le connais ou en suis conscient. Ainsi, connaître ou être conscient est l'élément essentiel de toute connaissance, le facteur commun de toute expérience. Je désigne l'élément conscient ou connaissant qui demeure présent dans toute connaissance et toute expérience, quel qu'en soit le contenu connu ou expérimenté. Cela qui connaît la pensée 2 plus 2 font 4 est le même connaître qui connaît la pensée 2 plus 2 font 5. Les deux pensées diffèrent et à ce titre font partie des objets continuellement changeants de l'expérience. Mais chacune d'elles est connue par le même sujet connaissant, indépendamment du fait que l'une soit exacte et l'autre fausse. C'est le même connaître qui connaît le sentiment de dépression et le sentiment de joie. Ces deux sentiments sont différents, mais connus par le même sujet connaissant, quelle que soit la qualité du sentiment. Les sentiments de dépression et de joie peuvent alterner, mais le connaître grâce auquel ils sont connus reste continuellement présent tout au long de leur modification. Et c'est le même connaître qui connaît le chant d'un oiseau et le bruit de la circulation. Les deux perceptions diffèrent, et l'une comme l'autre va et vient, mais elles sont connues indifféremment par la même essence subjective et immuable de toute expérience changeante. Le nom « je » désigne cette essence connaissante, commune à toute connaissance et toute expérience. Je suis pure connaissance, indépendante du contenu du connu. Je suis le connaître, grâce auquel toute expérience est connue. Je suis l'expérience d'être conscient, ou la conscience elle-même, connaissant ou sous-tendant toute expérience. La pure connaissance, être conscient, ou la conscience elle-même, constitue l'ingrédient essentiel du mental, l'essence connaissante, subjective et à jamais présente du mental, indépendante de son contenu objectif sans cesse changeant, formé par les pensées, les sentiments, les sensations et les perceptions. Être conscient, ou la conscience elle-même, est ce qui connaît dans tout ce qui est connu, ce qui fait l'expérience dans toute expérience. Tous les mentaux se désignent par « je ». Nos prénoms sont les noms que nous donnent nos parents, mais « je » est le nom que le mental se donne. Quelle que soit son expérience, le mental se connaît comme le « je » qui en fait l'expérience. Tout au long de la journée, le mental dit « je pense »,« j'ai faim »,« j'ai froid »,« je suis seul »,« je suis fatigué »,« je me rends au travail »,« j'ai 45 ans », et ainsi de suite. Autrement dit,
Le mental est constitué d'un flot continuel de pensées, d'images, de sensations et de perceptions changeantes. Or, il existe un élément du mental, le sentiment d'être, ou l'expérience d'être conscient, que l'on retrouve continuellement tout au long de l'expérience fluctuante. Si le mental, plutôt que de se préoccuper du flot continu de pensées, d'images, de sensations et de perceptions fluctuantes, commence à s'intéresser à sa propre nature essentielle, il découvrira que le sentiment d'être, ou l'expérience d'être conscient, constitue le facteur commun de toute expérience, mais ne partage pas les qualités, les caractéristiques ou les limitations données d'une expérience particulière. Toutes les qualités, les caractéristiques et les limitations de l'expérience représentent des modulations ou des colorations temporaires et en perpétuel changement du mental, et non sa nature essentielle et irréductible. En d'autres mots, une première étape dans la réalisation de la nature essentielle et irréductible du mental consistera à séparer l'élément permanent de l'expérience de ses formes changeantes. Nous séparons l'expérience d'être conscient de ce dont nous sommes conscients. Je est la présence non objective et sans forme de la pure connaissance, du fait d'être conscient ou de la conscience elle-même, temporairement colorée par les qualités de l'expérience, sans néanmoins en être intrinsèquement limité. Je suis conscient, je suis conscient, je suis conscient se retrouve tout le long de l'expérience, à jamais présent. Ainsi, je est l'élément connaissant ou conscient qui sous-tend et imprègne toute expérience. Toute expérience objective change continuellement. Les pensées, les sentiments, les sensations et les perceptions se trouvent dans un état de flux constant. Une pensée est toujours, par définition, en train de jaillir, un sentiment toujours en train d'évoluer, une sensation toujours en train de vibrer, une perception toujours en train de changer, fût-ce avec une imperceptible lenteur parfois. En fait, nous verrons plus tard qu'en réalité, nous ne faisons jamais l'expérience d'un objet distinct, tel qu'une pensée, un sentiment, une sensation ou une perception, et a fortiori d'un mental, d'un corps ou d'un monde. Mais pour l'instant, convenons que toute expérience change constamment. Or, chaque pensée, sentiment, sensation ou perception qui change est enregistrée par le même « je connaissant », élément commun de toute expérience. Le « je connaissant » qui voit ou connaît ces mots est le même « je connaissant » qui connaissait ou était conscient de ce dont je faisais l'expérience il y a 1 heure, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière ou 10 ans auparavant. Ce « je connaissant », la conscience ou la conscience-présence elle-même, constitue l'ingrédient commun de toute expérience. Il demeure le même dans toute expérience. Chacun de nous ressent avoir toujours été la même personne, bien que l'expérience du corps et du mental, que nous considérons habituellement être nous-mêmes, est en perpétuel changement. Notre connaissance ou notre expérience du corps n'est constituée que de sensations et de perceptions fluctuantes, et nous ne connaissons du mental qu'un flot de concepts, d'images et de sentiments. En fait, le corps ne se connaît jamais en tant que je. C'est le mental qui se donne le nom de je. Donc, lorsque je dis « nous avons toujours été la même personne », je veux dire que le mental reconnaît qu'il existe une chose qui, dans l'expérience qu'il a de lui-même, demeure toujours la même. Ainsi, bien que tout ce à quoi nous nous sommes sans cesse identifiés ait changé un nombre incalculable de fois dans notre vie, chacun de nous a le sentiment qu'une partie de nous-mêmes reste invariablement présente tout au long de l'expérience. Lorsque nous disons « je » aujourd'hui, nous nous référons au même « je » que celui que nous étions 2 jours avant, 2 mois avant, 2 ans avant ou 20 ans avant. Quelle partie de notre expérience de nous-mêmes répond du sentiment d'être toujours la même personne? Qu'est-ce qui, dans l'expérience que nous faisons de nous-mêmes, demeure toujours le même? Seul le connaître, grâce auquel toute connaissance et toute expérience changeante sont connues.
Seule l'expérience d'être conscient ou la conscience-présence elle-même. Seul je. Ce qui est connu ou expérimenté change toujours, mais le connaître grâce auquel toute expérience changeante est connue demeure toujours le même. Lorsque nous étions une petite fille ou un petit garçon de 5 ans, l'expérience que nous avions de nos parents, de notre maison ou de notre jardin était connue. Enfant de 10 ans, l'expérience que nous avions de nos amis, de nos maîtres d'école ou de notre classe était connue. À l'âge adulte, nos activités et nos relations sont toujours connues. L'expérience du moment, ses mots, les pensées et les sentiments qu'ils provoquent, les sensations du corps et les perceptions du monde est connue. Toute expérience est connue. L'expérience ne cesse jamais de changer, mais je lui-même, l'élément connaissant de toute expérience, ne change jamais. Le connaître, grâce auquel toute expérience est connue, est toujours le même connaître. Sa condition ou sa nature essentielle ne change jamais. Il n'est jamais modifié par ce qu'il connaît. Étant l'élément commun et inaltérable de toute expérience, connaître, être conscient, ou la conscience elle-même, ne partage ni les qualités, ni les limitations d'une expérience particulière. Il ne se mêle pas aux limitations qui caractérisent l'expérience objective. Il est, à ce titre, sans qualification, inconditionné et illimité. Le connaître, grâce auquel est connu un sentiment de solitude ou de tristesse, est le même que celui grâce auquel la pensée d'un ami, la vue d'un coucher de soleil ou la saveur d'une glace sont connues. Le connaître, grâce auquel l'enthousiasme ou l'exubérance est connu, est le même que celui qui connaît nos sentiments ou nos humeurs les plus sombres. L'élément objectif de l'expérience change toujours. L'élément subjectif jamais ne change. Le connu change toujours. Le connaître, jamais. Le « je connaissant », la simple expérience d'être conscient ou la conscience elle-même, n'est jamais lui-même exubérant ni triste. Étant l'élément commun de toute expérience, il n'est pas altéré, conditionné, ni limité par l'un ou l'autre. Dans les deux expériences, comme dans toute expérience, il demeure dans la même condition immaculée, sans qualification ni limitation. Le connaître, grâce auquel l'exubérance ou la tristesse sont connues, n'est pas lui-même modifié, touché, abîmé ou entaché par l'exubérance ou la tristesse elle-même. Lorsque passe l'exubérance ou la tristesse, le même connaître reste présent pour connaître ou être conscient de l'objet suivant de l'expérience, que ce soit la pensée d'un ami, la vue du coucher de soleil ou le goût de la glace. Rien n'arrive jamais au connaître, grâce auquel toute expérience est connue. Il n'est pas enrichi ni diminué par ce qu'il connaît ou expérimente. Lorsqu'un sentiment de tristesse apparaît, rien ne se rajoute au connaître, grâce auquel la tristesse est connue. Et lorsque la tristesse s'en va, rien ne lui est enlevé. Si une pensée, un sentiment, une sensation ou une perception étaient identiques à notre nature essentielle de pure connaissance, alors chaque fois que s'évanouit une pensée, un sentiment, une sensation ou une perception, nous sentirions un peu plus de nous-mêmes disparaître avec. Par ailleurs, si la pensée, la sensation ou la perception étaient inhérentes à la nature essentielle du mental ou de la pure connaissance, aucune pensée, sensation ou perception ne pourrait apparaître, car ce qui est essentiel au mental est nécessairement toujours et déjà présent à l'intérieur et en tant que lui. Donc, la nature essentielle du mental n'apparaît ni ne disparaît, n'a ni commencement, ni fin. Elle n'est pas née et ne mourra pas. Nous avons toujours le sentiment d'être une personne entière, indivisible et invariablement présente. Cependant, nous nous méprenons sur la nature essentielle de cette personne. Bien qu'au cours de notre vie, d'innombrables pensées, sentiments, sensations et perceptions s'ajoutent à ce que nous sommes, puis s'éliminent, la personne ou le soi que nous sommes essentiellement demeure la même. Ainsi, la pure connaissance, l'essence du mental,
demeure toujours dans la même pure condition. Exubérance, enthousiasme, tristesse, solitude, la pensée d'un ami, le goût de la glace, et ainsi de suite, ne sont pas séparés du fait de les connaître, pas séparés de je, mais aucun ne lui est identique. Le connaître, grâce auquel toute expérience est connue, est à l'expérience ce qu'un écran conscient de lui-même serait à un film, à savoir un écran magique qui regarde le film qui se joue sur lui. Le film n'est pas séparé de l'écran, ni identique à lui. Nos pensées, sentiments, sensations et perceptions changeant colorent notre être essentiel de pure connaissance ou de conscience, mais ne le modifient, ne le qualifient, ne le conditionnent, ni ne le limitent en rien, pas plus qu'ils ne lui sont identiques. C'est pour cette raison que l'on qualifie la nature essentielle du mental de pure connaissance ou de pure conscience. Pure, dans ce contexte, signifie qu'aucune des qualités, des conditions ou des limitations qu'il connaît, ou dont il est conscient, n'est mêlée à lui, de même que l'écran n'est pas intrinsèquement mêlé aux formes limitées apparaissant dans le film. La nature essentielle du mental, l'expérience d'être conscient, la pure connaissance, ou la conscience elle-même, est fondamentalement inconditionnée et illimitée. De même, tout comme un écran n'est jamais perturbé par le drame qui se déroule dans le film, la pure connaissance, être conscient, ou la conscience elle-même, n'est jamais perturbée par l'expérience. Elle est, par conséquent, intrinsèquement imperturbable ou paisible. La paix qui nous est inhérente, qui est nous, en réalité, n'est pas dépendante du contenu de l'expérience, des circonstances, des situations ou des conditions que nous vivons. C'est une paix qui est aussi bien antérieure que présente dans les fluctuations du mental. On dit de cette paix qu'elle dépasse l'entendement. Quel que soit cela qui connaît, fait l'expérience ou est conscient de toute expérience, il constitue la nature la plus essentielle, la plus intime et la plus irréductible du mental. Je ou notre soi. Connaître ou être conscient n'est pas une qualité de notre soi, c'est notre soi essentiel. Notre soi n'a pas ou ne possède pas la conscience. Il est la conscience, ou la conscience-présence elle-même. Le suffixe « ness » en anglais signifie l'existence, l'état, la présence ou l'être de. Donc les mots conscience et conscience-présence impliquent la présence de cela qui est conscient ou présent conscient. Le danger que cela représente de recourir à un nom pour désigner l'expérience d'être conscient, ou la pure connaissance, réside en ce que nous réifions ou objectivons quelque chose, qui n'est pas une chose, qui s'est déjà révélé exempt de qualité objective. Le langage conventionnel a évolué afin de décrire l'expérience objective. En employant les termes de conscience ou de conscience-présence, nous empruntons des éléments du langage conventionnel pour les appliquer à un sujet auquel ils n'étaient pas destinés. En fait, si nous voulions vraiment énoncer la vérité absolue, il nous faudrait garder le silence, comme certains le font, en effet. Toutefois, d'autres parmi nous, pour qui s'impose l'énonciation de la réalité par des mots, tentent de faire le meilleur usage possible de ces symboles inadaptés, les employant avec autant de talent que faire se peut, et de façon à évoquer la réalité de l'expérience sans jamais la confiner dans les limites du langage. D'autres parlent de langage de la poésie et dépeignent la relation entre les éléments objectifs de l'expérience et la nature essentielle du mental comme un jeu de séparation et d'union entre l'amant et sa bien-aimée, évitant ainsi d'en chasser la réalité dans les limites de la raison. Toute expérience est connue, par conséquent la pure connaissance, être conscient, ou la conscience elle-même, est présente dans toute expérience.
il est impossible d'avoir ou de connaître une expérience si la connaissance ou la conscience n'était pas présente. Autrement dit, la conscience est la condition sine qua non de toute expérience. Elle est l'élément premier et fondamental de toute expérience. Nous ne pouvons légitimement affirmer l'existence de quelque chose qui soit antérieur à la conscience ou la conscience-présence, car si une telle affirmation était fondée sur l'expérience et non sur la croyance, il faudrait que la conscience elle-même soit présente pour connaître l'expérience, et, par conséquent, cette expérience ne lui serait pas antérieure. En réalité, nous pouvons aller encore plus loin. Non seulement la pure connaissance ou la conscience elle-même constitue l'élément premier du mental, mais elle est la seule substance présente dans le mental. Il est aisé de le vérifier dans l'expérience. Tout ce que l'on connaît ou pourrait connaître est expérience. Et il n'y a, dans l'expérience, que le fait de la connaître. En fait, non pas le fait de la connaître, car nous ne trouvons jamais un la indépendante du connaître. Dans la, il n'y a que l'expérience de connaître. En d'autres termes, nous ne connaissons rien d'autre que le fait de connaître. Il n'existe dans l'expérience que le connaître. Il n'y a pas d'objet connu, ni de sujet qui connaît. Il y a juste connaître. Et qu'est-ce qui sait qu'il y a que connaître? Seul cela qui connaît peut connaître le connaître. Donc, seul le connaître connaît le connaître. Autrement dit, on ne connaît ou ne fait l'expérience que de la conscience ou conscience-présence, et c'est elle qui se connaît ou fait l'expérience d'elle-même. Ainsi, la conscience est la seule substance présente dans l'expérience. Elle n'est pas seulement la réalité ultime de l'expérience, elle en est la seule réalité. L'expérience se caractérise par une automodulation librement assumée de la conscience. Mais, quel que soit le contenu de sa modulation, à aucun moment une substance autre que la conscience ne voit le jour. Le mot réalité vient du latin res, signifiant chose. Trahissant la croyance entretenue par notre culture mondiale, selon laquelle la réalité est constituée de choses faites de matière. Or, personne n'a jamais ou ne pourra jamais faire l'expérience d'une chose qui soit en dehors de la conscience. Aussi, l'idée d'une substance indépendante, la matière, existant en dehors de la conscience, relève-t-elle tout simplement d'une croyance à laquelle souscrit la vaste majorité de l'humanité. Il s'agit du postulat fondamental sur lequel sont fondées toutes souffrances psychologiques et toutes ces expressions dans les conflits entre individus, communautés et nations. Si nous nous référons directement à l'expérience, et l'expérience seule doit être le garant de la réalité, tout ce que l'on connaît, ou pourrait jamais connaître, existe au sein de l'inconscience, est connu par la conscience, et constitué de la conscience seule. Tout modèle intellectuellement rigoureux et honnête doit avoir la conscience pour point de départ et, à vrai dire, ne jamais s'en écarter. Commencer par toute autre chose serait partir d'une présomption. Notre culture mondiale repose sur une telle présomption, que la matière précède la conscience et lui donne naissance. Ceci va directement à l'encontre de l'expérience elle-même, dont le point de vue montre que la conscience est la composante première de l'expérience et, en vérité, la seule. Elle doit donc constituer le fondement et le cadre de tout modèle de réalité.